L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous rassembler autour de cette table étincelante aujourd'hui par la profondeur d'esprit de nos invités, tout comme l'éclat de leurs exploits ou de leurs œuvres. Qu'ils s'expriment sur une toile, dans la bulle d'une BD ou avec une plume ou même un piolet, cet artiste transpose ses émotions et touche le public au cœur, désormais dans sa propre galerie. Le bronze qu'il porte autour du cou vaut tout l'or du monde pour cet athlète, ancien tireur d'élite qui a transformé les vicissitudes en motivation au nom du sport. Le sport qui donne tout le sens à sa vie. Le multiple médaillé paralympique prolonge son aventure en faisant briller la flamme partout sur son passage. Comme ici, sur ce plateau, pour de vrai, on a un petit bout de flamme olympique ici avec nous. Sur ce plateau, trois grands hommes dont la passion, l'engagement rayonnent bien au-delà de notre territoire, comme à Atlanta, à Sydney, à Athènes et à Paris. Patrick Seria, bienvenue. Bonjour. Champion paralympique de cyclisme, c'était à Atlanta, 3 fois médaillé. Vous avez porté la flamme au sens propre, car vous le faites toujours un petit peu partout, notamment dans les écoles. Et on vous découvre dans un petit instant. Le bronze n'aura jamais semblé aussi proche de l'or. Ça y ressemble d'ailleurs. Faites voir un peu. Et oui, moi je trouve ça même plus joli d'ailleurs. Ah, c'est gentil. Ce bronze qui est symbole de la persévérance dans ce long combat sportif face aux épreuves d'une vie dévouée aux autres. Jean-Louis Michaud, soyez bienvenu. Merci, bonjour. Ah, on est très heureux de vous accueillir, médaillé de bronze, donc aux Jeux paralympiques de Paris, en paratir sportif, ancien tireur d'élite au sein des chasseurs alpins. Merci d'être là. Et c'est la montagne, justement, qui a d'abord tracé sa route avant de tracer la montagne du bout de ses crayons, de ses pinceaux, avant d'exprimer ses inspirations au fil des pages et des œuvres qui inspirent toutes les générations. Jean-Marc Rochette, bienvenue. Quel plaisir de vous recevoir. Tout va bien ? Très bien. Quelle actualité. Vous débordez toujours d'activité et d'enthousiasme. On est très heureux. Vous êtes grenoblois et votre notoriété est internationale et intergénérationnelle. Les jeunes de notre équipe étaient très, très heureux de savoir que vous alliez encore nous rendre une visite ici, sur ce plateau. Vous savez à quoi ils pensent d'abord en premier, les jeunes, forcément ? Moi, Snowpiercer, le transpersonnel, j'imagine. Évidemment, le transpersonnage. Cette œuvre qui a vraiment marqué votre vie ? Ah bah oui, j'ai commencé, c'était en 84, non, 82 même, 82, donc j'avais 25 ans. Je venais d'ici et voilà, c'est ça, et ça a marché assez vite. Après, il y a eu un moment un peu plus calme, on va dire. Et puis c'est reparti avec Bong Joon-ho, le cinéaste là, qui a fait le film, et puis après la série Netflix. C'est incroyable. Donc vous avez été le dessinateur, l'illustrateur de cette série BD post-apocalyptique, comme on dit, et cette histoire mythique de ce train où seuls les occupants du train sont le survivant. Vous connaissez cette histoire, bien sûr. Et ce coup de crayon qui a donc été adapté, vraiment, c'est une œuvre, vous dites 82, mais qui a vraiment traversé les époques. Elle est on ne peut plus actuelle. Ben déjà, ça fait 40 ans. Une bande dessinée qui existe 40 ans après sa naissance, c'est pas évident. Et puis, effectivement, j'ai eu la chance aussi d'être adapté par un Coréen et puis par les Américains, quoi. C'est... absolument majuscule, hein, le coréen, c'est Parasite, notamment. Parasite, ouais, voilà. Et puis la série a très bien marché sur Netflix aussi, et donc ça a fait vivre cette bande dessinée qui était quand même pas très très connue au départ, quoi. C'est très inattendu pour vous finalement dans le parcours de votre vie. Vous avez grandi place Saint-Bruno, c'est ça ? Exactement, place Saint-Bruno. Ouais. Et puis c'est la montagne, c'est les sommets qui vous ont happé, qui vous ont vraiment fait rêver. Très petit, très jeune déjà, à l'adolescence. Oui. Disons que place Saint-Bruno, Courberia, il y avait pas mal de jeunes grimpeurs, et donc on était au CAF du coin et on allait grimper, quoi, à Fontaine pour s'entraîner, et puis après un peu autour là. Et donc, et puis là, j'ai eu un accident de montagne, donc je me suis plutôt dirigé après ça sur le dessin.
Et ça a marché suffisamment pour que je puisse en vivre depuis que j'ai 24, 25 ans, quoi. Donc ça fait une quarantaine d'années que je vis de ça, quoi. Vous vouliez au départ être guide de haute Exactement. montagne. Ouais. Mais vous continuez l'alpinisme. Je grimpe, là j'ai un âge qui fait que je suis pas top quand même, mais ça va, quoi. Non, je grimpe, j'ai refait la traversée de la Meije, j'avais 66 ans, quoi. Les Savoyards, je n'avais pas préparé, donc... Et puis là, ça fait deux ans que j'ai un peu levé le pied, là. Je m'occupe plus de mon jardin, quoi. Je me dis, bon, ça suffit, là. À 66 ans, je trouvais que c'est bon, là. Il fallait ranger les crampons, quoi. Mais on sent que l'aventure continue, elle continue différemment. C'est vrai que ce coup de crayon marque un autre dessin EIN, hein, pour vous, puisque, oui, vous avez failli perdre la vie, hein, en montagne. Comme beaucoup, hein. Ouais. Dangereux quand même. Comme beaucoup, et vous avez même par la suite eu un autre accident. La montagne, de toute façon, les éléments ne se maîtrisent pas. Il faut apprendre à la connaître, cette montagne. Elle est toujours plus forte aussi, et c'est toujours une source de grand bonheur pour vous. Je vis dans la vallée du Vénéon, donc je vis en plein centre des massifs des Écrins, et je passe avec ma compagne Christine, on passe les 4 mois de l'hiver seul au fond de la vallée puisque la route est fermée. Donc si, je peux dire que j'aime bien la montagne. Je peux me décrire comme un montagnard, quoi, parce que je crois qu'on n'est pas nombreux en France à vivre coupés du reste du monde avec dans les écrins. Dans les écrins, avec les loups et les renards et tout ça, quoi. J'adore ça. Hein. Je sais pas... Cette montagne... qui se prête à la méditation aussi, ces sons qui sont amplifiés, qui sont... c'est ça votre source, votre... La Bérarde, c'est extrêmement sauvage, donc c'est du silence. C'est effectivement, le temps n'a pas du tout la même consistance qu'en ville. On est marqué par le parcours du soleil. Chez nous, en plus, je crois au pire, on a 30 minutes de soleil dans la vallée, quoi. Donc on en profite quand il est là. Certains mettent des miroirs parfois en face quand on a un peu plus de soleil. Ça s'est fait en Italie, dans des hameaux très très encaissés qui ne voyaient pas le soleil. On a beaucoup de neige, donc c'est pas si triste. Et puis, mais c'est la dernière année, on a passé 4 hivers. Je pense que c'est la dernière année parce que là, depuis que Christine a lancé sa maison d'édition et moi la galerie et tout ça, on a plus de travail. Ça sera difficile de s'absenter pendant 4 mois, quoi. Oui, c'est là-bas que vous peignez, que vous écrivez, puisqu'on rappelle que vous avez édité un roman qui marche bien, d'ailleurs. Qui marche très bien, ouais, merci aux lecteurs. Des romans, de la bande dessinée, toujours, des œuvres. Alors nous, on aime beaucoup celle-ci aussi, La Dernière Reine. Ah oui. Qui va connaître une nouvelle adaptation. Je ne sais pas si c'est encore secret. Si, c'est pas secret. Il y a la production qui est dessus. Ils aimeraient faire un film, mais ça sera un gros budget. Donc avant qu'ils puissent monter ça prendra un peu de temps, mais ils sont très très motivés. Et je suis content parce que ça sera une bande dessinée, un film qui va forcément se passer ici. Donc moi, je suis très attaché à Grenoble et puis je suis très attaché aux massifs qui sont autour, donc ça sera vraiment un film qui se passera dans le Vercors et puis à Grenoble, quoi, et à Paris, puisque l'histoire se passe aussi à Paris, quoi. Bon, il s'appelle La Dernière Reine, on va en entendre parler encore, bien sûr. Il est question de montagne, bien sûr, il est question d'une gueule cassée et d'art. Et d'amour. Et d'amour. Absolument. Bien sûr. Puisque vous parlez d'amour, regardez, vous êtes ici chez vous, hein, dans cette émission, regardez ce qu'il y a derrière vous, là. Vous voyez, vous voyez, c'est notre décor, c'est le décor de notre émission, hein. Comme absolument, quoi. Oui, c'est l'endroit où j'ai ouvert une galerie, exactement. C'est ça, c'est votre nouvelle maison, entre guillemets. Cet immeuble qui est probablement l'un des plus beaux, hein, de la ville de Grenoble. C'est ici, au 2e étage, que vous avez ouvert cette galerie Les Étages. Les Étages, c'est aussi le nom du hameau que vous habitez à la Bérarde, dans les Écrins. On habite aux étages, ouais. C'est comme un clin d'œil, ce 2e étage d'ailleurs. Donc c'est une galerie où on y trouve vos œuvres, entre autres, vos œuvres des autres aussi. Pourquoi cette galerie au 2e étage ? Au départ, je voulais créer une fondation, une galerie, une fondation. Je ne savais pas trop. Et puis, on voulait louer. Et puis, je suis tombé sur ce lieu qui était en vente depuis pas mal d'années d'ailleurs. Puis là, j'ai pris un coup j'ai trouvé ce lieu absolument magnifique. Les murs étaient faits pour la peinture. C'est haut de plafond. C'est clair. Donc, je me suis lancé. Et comme je dis, j'avais 67 ans, c'était le moment où je allais boire des mojitos en Guadeloupe et je faisais une retraite tranquille, ou alors je prenais des risques.
Et je me suis dit, on va ouvrir une galerie à Grenoble, d'autant plus que j'aime ça. Et puis, ça me permet d'aider les jeunes artistes. Moi, je forme un jeune dessinateur là, qui est de Monétier. Voilà. Donc, on y trouve votre peinture qui est à la fois vaporeuse, à la fois tourmentée, des coups de crayon, beaucoup de tourments quand même, et puis des couleurs apaisantes et beaucoup de rouge. Comme la vie, hein, c'est un peu ça. Il y a une tension entre la joie et la tristesse, quoi. Donc c'est des tableaux effectivement que j'ai fait à Berlin pour la grande majorité, parce que j'ai habité pendant 10 ans à Berlin. J'avais un très grand appartement à Berlin et donc j'avais tous ces tableaux et je savais pas trop les mettre, parce que je voulais pas travailler avec des galeries. Je suis assez autonome de caractère, et puis j'ai trouvé ce lieu. Et alors ce qui est marrant, c'est que les tableaux rentraient pile poil dans les murs, c'est-à-dire mais vraiment à 5 cm près, quoi. Et pas que les tableaux aussi, puisque vous faites aussi de la sculpture, et ça c'est le fameux train. Voilà, c'est le transperce-neige qui a été fait à Cray, chez Barthélemy. On a un fondeur, un très bon fondeur là. Et ça c'est votre premier accident que vous avez peint? Ce tableau, oui, ça s'appelle Le Couloir, en fait, puisque j'ai eu un accident en face nord d'Elfroide. Et ça, c'est le tableau qui est central. Quand on va dans les galeries, on tombe là-dessus. Ça, c'est une terre cuite de la dernière reine, du dernier ours qui a été tué dans le Vercors en 1890. Et voilà, donc c'est un peu tout mon univers qui est dans ce lieu, quoi. Et Elfroide, c'est votre BD autobiographique? Exactement, ouais. Qui a été fait je l'ai fait en 2018, et ça a complètement relancé ma carrière, parce que je crois qu'on en est à plus de 150 000 de vendus d'Elfroide. Et donc après j'ai fait Le Loup, c'est une histoire une histoire entre un berger et un loup qui s'entendent pas du tout, qui se combattent à mort. Et sans blague. Et oui, mais et le dernier, donc, c'est donc la dernière reine, qui est l'histoire d'un berger du plateau du Vercors qui s'est fait arracher une partie du visage et qui va être reconstruit par une femme admirable, Jeanne Sauvage. Voilà. C'est Montéguy. Montéguy, exactement. Ah ouais, c'est aussi beau que très émouvant. Et ce qui est très émouvant aussi, c'est votre lien aux autres. Je ne sais pas si on peut en revoir. Alors ça, c'est votre œuvre, mais vous avez également. Vous exposez aussi d'autres œuvres, Oui, on va les voir dans un petit instant. Ça, c'est des bandes dessinées. J'expose des bandes dessinées, mais surtout de la peinture, parce que j'ai une galerie à Paris qui représente mes bandes dessinées. D'ailleurs, on va avoir une exposition le 30 octobre. Et autrement, j'expose une potière qui fait de la faïence à Venosque, et un sculpteur sur bois, Pascal Houdet, qui fait des très belles sculptures sur bois. Il y en a 4 ou 5, quoi, on verra. Et c'est ouvert, d'ailleurs, pourquoi pas d'autres. Oui, alors en principe, on les a normalement, ces images aussi, puisque une galerie, normalement, dans une galerie, on peut y acheter des œuvres. Donc on peut acheter vos tableaux en allant chez vous, place Notre-Dame? On achète les tableaux, on achète des tirages fine art, c'est-à-dire des choses qui sont plus abordables. Cet ours? Cet ours, on peut l'acheter, ouais, c'est un bronze. Ça, c'est des terres cuites, qui ont été cuites à Venosque, justement. Et voilà, donc là, c'est les faïences d'une amie qui fait des faïences très belles, qui sont abordables aussi. Donc tous les arts, pas nécessairement une galerie de peinture. Donc c'est une sculpture sur bois de quelqu'un qui part d'un tronc et qui arrive à en faire de la dentelle. Il a été Grand Prix de l'intelligence de la main cette année, Bettencourt, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux, quoi. Cette dentelle qu'on vient de voir, c'est du bois. C'est du bois, ouais. C'est du bois sculpté. Il a une tour jusqu'à ce qu'il arrive à ce que le bois, là c'est du chêne, on voit au travers. On avait une très belle pièce qui a été vendue aux États-Unis, donc les Grenoblois avaient dû venir avant, parce que c'est parti aux États-Unis. Oh, mais il y en aura d'autres. Il faut aller place Notre-Dame, vous l'avez vu. Et puis, alors, est-ce que vous allez encore vous produire en concert? Puisque, alors ça, c'est une idée magistrale. Vous réalisez des œuvres sur des concerts. Alors ça c'était il y a quelques mois. Voilà. Vous peignez, vous dessinez.
Ça, c'est avec Rollin. Avec Rollin. Voilà, et on va le refaire à Voiron. Début d'année là, enfin début novembre. Parfait. On fait, je crois qu'on en a une autre Et autrement, j'ai fait 2 représentations donc à Notre-Dame d'en bas avec avec Télème sur de la musique de la Renaissance. D'accord. Et ça, c'était un régal. Enfin, j'écoutais moi. Ils étaient tellement bons que même si j'avais été mauvais dans le dessin, ça serait pas vu, je crois. Oui, parce que c'est projeté en plus que vous faites en direct. Vous vous inspirez de la musique, eux s'inspirent de votre peinture. C'est interactif. Exactement, ouais. Là, c'est l'avalanche de la Bérarde. Et on peut les trouver quelque part, ces dessins, ces peintures, ces aquarelles? Ils sont à la galerie. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, poussez la porte de la galerie, les étages, qui sont ici derrière vous sur ce plateau. Vous n'y êtes pas toujours. On voit que vous avez rencontré le public lors de précédentes expositions, comme au musée de l'Ancien Évêché. Ouais, il y a Isabelle Ambragnac qui s'occupe. Voilà. Une dame qui s'occupe de ça avec main de maître. Sur votre site internet, donc les étages, la galerie Les Étages, pour prendre rendez-vous peut-être avec vous. Voilà, c'est ouvert le mercredi après-midi, le vendredi et le samedi. Et des fois, j'y suis. Et vous revenez ici sur ce plateau pour nous présenter une prochaine fois. Je reviens quand vous voulez, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci encore beaucoup. Restez avec nous, hein. On a des parcours magnifiques encore à découvrir. S'il fallait peindre un tableau qui vous représente, ça serait quoi? Vous choisiriez quoi, Jean-Louis Michaud? Un événement, là, comme ça, tout de suite. Là, comme ça, là? Ouais. Le podium. Ah, un podium. Ouais. Jean-Marc Rochette, un podium. Vous pouvez, ça vous inspire? Mon podium, ouais. Là où je monte sur la 3e place du podium, justement. Ouais. Ça serait génial. Regardez ce qui précède le podium. On y va tout de suite. Allez. Vous avez le sourire, là. Là, vous avez compris. Et on n'est pas les seuls, puisque ça y est. Là, c'est la famille, là, derrière. Ma femme, ma fille, ma mère, la belle-mère, ma sœur, les amis, tout le monde, là. C'est toute la famille, là. Vous, votre portrait aussi, brandi. Ouais. Alors ça, avoir sa tête dans le public, c'était l'idée de génie de ces JO. Et je crois qu'auparavant, on n'a pas forcément le temps de la regarder, cette tête géante. On a des champions, là. On a le Coréen, l'Espagnol juste à côté, là, qui sont des gens qui ont été médaillés. Le Coréen, là, qui est juste à ma gauche, il est double médaillé d'or sur ces Jeux de Paris. Donc, Et nous, on a laissé l'image jusqu'au bout parce qu'on est tellement fiers de nos Grenoblois, Ophélie David et tout son enthousiasme, son sourire, notre sublime athlète de ski cross qui a été ambassadrice, consultante sur France Télé pour ces Jeux paralympiques. Une grande fierté pour nous aussi. C'était la 3e épreuve, Jean-Louis Michaud, celle-ci. La 3e. Les 2 dernières, c'est passé à même pas à ça. On ne peut pas même pas le représenter avec nos doigts, ce qui manque. Après, la première, c'était la désillusion parce que c'est l'entrée en matière, il y a toute la famille derrière moi, tous les supporters, un petit peu de pression quand même. C'était quelle catégorie de tir? C'était le debout. Le debout, voilà, quelque chose qui est pas habituel dans ma formation de militaire et de tireur d'élite, c'est-à-dire que j'ai toujours appris à tirer couché ou en position adaptée avec des armes qui est posées sur bipied ou en position adaptée, mais du tir couché. Et là, je portais la carabine. Donc le fait de porter la carabine, on a toujours des petits bougets quand on arrive par le haut. Donc on arrive par le haut, on va sur le centre de la cible, hein, et là on tient un peu le 10, mais à un moment donné, le cerveau il voulait pas actionner le doigt, quoi. Il y avait un blocage. Trop près. Comme j'ai 1h15 pour tirer 60 plombs sur cette discipline-là, je me dis t'as le temps, allez, prends le temps, fais pas de conneries, faut pas faire le con. Exactement, ce que je me dis dans ma tête, hein. Donc je prends le temps, je fais 5 très bonnes séries, donc c'est 60 plombs, donc dernière série de 10 plombs, il me reste que 5 minutes. Et là, je me dépêche et malheureusement ça passe pas et je fais un hors-temps. On peut pas confondre vitesse et précipitation alors sur les jeux. C'est pas sur cette discipline. J'ai toujours l'habitude de tirer très lentement. Mais là, c'est pas passé parce qu'il y avait aussi l'ambiance, les jeux et puis la pression, on va dire, des jeux. Et la 3e, c'était la bonne, comme on dit. Et la 3e, c'était la bonne, ouais. Donc là, vous aviez relâché la pression sur cette épreuve couchée. En fait, il y a déjà eu la 2e où c'était top parce que j'ai dû me remobiliser pour faire le 3 positions. J'ai battu mon record, qui était le record de France. Et en finale, je fais une petite erreur. Qui me fait sortir 7e. C'est dommage parce que j'étais premier au début. Là, c'est pareil. Là, donc, sur ce coucher, là, j'ai dû me remobiliser parce que donc, j'ai eu désillusion, frustration au 2e match. Ça, c'est le tir de la, de la médaille. Ça, c'est le tir de la médaille. Mais voilà. Je le sais, là, je savais qu'il ne fallait pas que
que je fasse une bêtise, comme on peut dire, donc un gros 9, hein, un petit 9 plutôt. Voilà, comme on est au 10e. Et là, c'est contre Benson, qui est une super tireuse. C'était mixte, un tir mixte, para-tir mixte. C'est mixte, ouais. Ouais, c'est elle qui a tiré en premier. C'est elle qui tire en premier. Non, je crois que c'est moi qui tire en premier. Ah oui, c'est vous. Là, c'est moi, je lui mets la pression. Là, je fais un beau 17. Ah bah. Et là, je me mets comme ça, je me dis, bah allez, t'as fait le job. Hein. Là, t'as fait le taf. Hein. Et là, elle fait un petit 9, hein. 9-9. Et puis, je sors à 2 dixièmes, je crois. 88-4. Et moi, on ne voit pas très bien. Ouais, non, si. Je crois que c'est 2 dixièmes. Je crois que c'est 2 dixièmes d'écart pour la médaille d'argent. Voilà. Donc ça se représente pas, mais voilà le bonheur. Mais voilà, la médaille est là. Après, c'était mes premiers jeux, c'était à Paris. Bon, à Châteauroux pour nous, hein, c'était magnifique d'ailleurs. Il y a beaucoup de supporters, on voit toute la famille encore. Ouais, on les revoit parce que. On les revoit. Il y avait ça. Au bout du coup. Et puis il y a eu ça. Attendez, on la met qu'une fois sur un podium, on a l'impression que vous n'osez pas. Eh non, il faut en être fier. Oui, après faire toute l'émission avec, elle est lourde. Hein. Ah bah, elle est lourde, ah oui, ça va, mais il faut travailler aussi hein, pour améliorer le tir debout. Attention, remontrez-nous ce bout de Tour Eiffel. Je vous la montre. Hein, voilà, ça c'est. Oh, les enfants doivent être contents hein, quand ils sont. Oui, c'est très heureux. Quand même. Les enfants, la famille, tout le monde, même les Castelroussins qui étaient là-bas, qui ne connaissaient pas le tir, ils étaient tous. Oui, c'était à Châteauroux. C'était à Châteauroux, tout à fait. Et ma femme me disait, tout le monde est venu nous voir, mais attends, mais pourquoi là il y a ça, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Ils sont tous intéressés au tir et c'était super. Oui, parce que donc ce para-tir, on rappelle que vous êtes amputé d'une jambe. Oui, la jambe. C'est la jambe droite. Patrick Serrière, je ne sais pas si c'est la jambe gauche. Vous, c'est la jambe gauche. Ouais. La complémentaire ici. Je précise, c'est le hasard du calendrier qui vous a réunis, mais c'est tellement beau aussi de vous avoir réunis ici sur ce plateau. Vous avez perdu votre jambe droite, Jean-Louis Michaud, sur une mine en Afghanistan. Vous êtes chasseur alpin et vous étiez en mission. Je crois même que vous étiez le seul athlète paralympique en équipe de France blessé grièvement en mission avec l'armée des champions. Enfin, pas membre de l'armée des champions. Non, je pense être le premier médaillé paralympique blessé de guerre. Il y a eu des blessés en service, donc blessé en exercice, mais pas un blessé de guerre comme mon parcours. J'ai été blessé en opération, il y a eu tout ce parcours de reconstruction par le sport qui est mis en place par les armées. J'ai repris le travail, après j'ai quitté l'institution, puis je me suis mis à fond dans le sport et dans le tir pour aller jusqu'aux Jeux de Paris, et puis sûrement plus après. C'est pour ça, c'était un destin qui n'était pas attendu, celui-ci. Vous avez servi pour la France, un engagement total. Cette mission en Afghanistan ne peut pas bien sûr résumer toute cette épreuve, toute cette étape finalement. C'est donc une mine hein, vous avez marché sur une mine. J'ai marché sur une mine antipersonnelle lors d'une infiltration de nuit, donc j'étais tireur d'élite. On a été héliporté sur les hauteurs de la vallée d'Al-Assai. Et on avait 300 mètres de dénivelé à faire de nuit, et la ligne de crête était minée. Voilà. Donc on avait une mission, on devait se mettre en place, nous, les tireurs d'élite, sur cette ligne de crête, et c'était miné. Donc après, s'en est suivi une longue période de convalescence à l'hôpital militaire de Paris, de Percy, à Clamart. Et puis voilà, après j'ai repris le travail au sein de la cellule tir, puis après j'ai passé un diplôme dans le sport. Donc là, c'est pareil, j'étais un des premiers à passer un diplôme dans le sport avec une prothèse, avec les valides, donc à Fontainebleau. Donc j'ai fait l'aide monitorat éducation physique, militaire et sportive pendant 2 mois. Avec les valides, j'ai fini 5e sur 30 de cette formation. Mais le tir n'était pas une évidence pour vous, évoluer vers le tir sportif ? Non, d'entrée, non, pas forcément, parce que je suis amoureux du foot. Donc j'ai d'abord commencé par le football amputé, avec l'équipe française de football pour amputé, avec laquelle j'ai fait 2 Coupes du Monde et 2 Coupes d'Europe. D'ailleurs, ce matin, je suis allé m'entraîner pour... parce qu'il y a un petit objectif, voilà, c'est l'année. Là, on est sur l'année 2025, on est entre la période olympique, et je me dis, allez, pour une année, il y a la Ligue des Nations avec le foot amputé, et je me dis, allez faire un petit jubilé. Donc j'ai couru avec les équipes. Il n'y a pas de JO. Non, il n'y a pas de JO malheureusement pour cette discipline-là. C'est une discipline qui n'est pas très médiatisée chez nous. C'est un peu dommage. On n'en parle pas beaucoup de cette équipe de France de football pour amputé, mais c'est un sport qui est très spectaculaire et qui est très intéressant. Et donc, vous êtes déjà chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez une nouvelle décoration. Qu'est-ce qui représente ce moment pour vous ? On rappelle, on est après les JO, on est après cette Clarisse Avdenenou, entre Clarisse et en Quincan, 2 grands champions
Un immense champion derrière vous déjà aussi. Oui, Tony, moi je suis tout jeune là, mais en fait c'est parce que je vais être décoré là tout de suite là, de officier de l'Ordre national du mérite et pas chevalier, parce que comme j'étais chevalier de la Légion d'honneur et que j'ai fait médaille de bronze, normalement j'aurais dû être chevalier de l'Ordre national du mérite, mais comme j'étais chevalier depuis... déjà j'avais la rouge en fait, la Légion d'honneur, ils ont dû me monter d'un grade, donc officier de l'Ordre national du mérite. Et pour moi cette médaille elle représente toute la reconstruction, enfin tout, de ma blessure jusqu'à ça, voilà. Et puis comme on dit à l'armée, nous c'est le placard, hein, là on a toutes nos médailles. Et voilà, donc là j'ai rempli mon placard, j'ai la VM avec Palme parce que j'étais blessé, la médaille militaire qui est la plus belle décoration militaire, la Légion d'honneur parce que j'étais blessé, et 7 Ordre national du mérite, officier, parce que je me suis reconstruit par le sport, parce que je suis allé chercher cette médaille aux Jeux paralympiques. Et c'est la suite du chemin, fierté, voilà. Finalement. C'est ça qu'elle symbolise. C'est vraiment toute la suite de ce chemin. Cette reconnaissance aussi, on est au pied de l'Arc de Triomphe. La flamme du soldat inconnu a été ravivée peu avant. C'est un moment qui, pour vous, était très fort en symbole. Ouais, c'était très émouvant. Un peu long, j'avoue, parce que là... Non, mais la parade... Non, pas pour les téléspectateurs, ça c'était chouette à voir. Plus il y en a avec vous, et mieux c'est. À vivre peut-être alors. Bien sûr, non, à vivre, c'est un petit peu long, parce que comme on fait partie de l'armée des champions, on avait déjà quelque chose avec le ministère de la Défense le matin, après la parade, attendre, défiler, et puis après, la remise des récompenses. Et comme j'étais dans la dernière, j'étais officier de l'Ordre national du mérite, j'étais dans le dernier groupe, donc on est passé à la fin. Mais non, mais sinon, au-delà de... Bien sûr que c'est long, je suis debout avec une prothèse, des fois ça peut faire un petit peu mal, forcément, mais sinon c'était magnifique, quoi. J'ai pu faire venir ma fille là, dans ce petit cercle là où on attendait justement pour les médailles. Je l'ai pris comme ça, je l'ai fait passer la barrière, elle a fait une photo avec Léon Marchand, elle a fait une photo avec Teddy Riner, avec Tanguy de la Forest qui est un tireur paraplégique et qui a fait tétraplégique et qui a fait médaille d'or et médaille d'argent, donc un copain à moi. Donc voilà, la petite elle a pu avoir ces grands champions comme ça en intimité. Même moi j'ai pu aller voir Antoine Dupont, serrer la main, enfin discuter avec Teddy Riner, discuter avec Léon Marchand. Vous l'aviez déjà fait, regardez. Non, c'est génial, ouais, je ne sais pas si vous aimez Martin Solveig. Parce que là, on vous voit passer plus de temps à papoter. Peu, je crois, non, on vous voit parler. Alors là, parce que tout le monde danse. Là, on voit Rémi qui danse. Et voilà, et vous parlez. Exactement. Voilà. C'est bien, Martin Solveig aussi. Vous savez pourquoi? Parce que les Cédric là, et Dédé qui sont en fauteuil, là, c'est 2 tireurs. Sauf qu'en fait, ils n'avaient pas compris. Ils sont venus sur l'estrade alors qu'ils ne devaient pas venir. C'était les médaillés. Et en fait, là, je leur dis, mais en fait, vous ne devez pas être là. Ah bon? J'ai dit, maintenant que vous êtes là, tant pis. Non, mais après, j'ai dit, maintenant que vous êtes là, restez, c'est pas grave, profitez du spectacle. Mais en fait, ils sont venus sans faire exprès, que c'est 2 personnes qui sont en fauteuil. Oui, mais tout le monde ne pouvait pas venir avec. Non, là, c'était que les médaillés qui étaient sur l'estrade. Sinon, ça faisait beaucoup de monde. Après, ça aurait été bien sûr que l'idée, c'est que tout le monde, comme la parade, quoi, tout le monde soit ensemble. La parade, mais surtout ce moment qui est tellement exceptionnel, tellement beau ce moment. Alors vraiment, Patrick Seria, justement, comment est-ce que vous réagissez, vous qui êtes champion paralympique à Atlanta en 96, il y a bientôt 30 ans, comment vous réagissez à ces images-là? Ça faisait envie. Hein. Je veux dire, moi j'ai regardé tous les jeux, j'ai pu participer aussi, et c'est vrai que ça faisait envie. Et d'autant plus envie qu'on a vécu un peu les mêmes choses, mais moins médiatisées. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir mes enfants aussi à Athènes. Donc ça, c'était un grand moment aussi. J'ai pu les faire venir sur ces Jeux d'Athènes, donc c'est vraiment un bon souvenir. Un petit peu plus proche aussi. Mais vraiment, cette fête extrêmement plurielle, extrêmement joyeuse, ces friges pailletées dont on ne se lasse pas. C'est pas la fin, c'est le début de l'aventure alors pour vous. Alors, il y aura d'autres défis. Il y aura d'autres défis, bien sûr, mais déjà, je suis même pas encore atterri des Jeux de Paris. On y est encore. On y est encore un petit peu. Parce que voilà, ces images-là, je les avais jamais revues. Et bien sûr qu'en fait, finalement, je suis pas redescendu de Paris, mais à la maison, je m'ennuie un petit peu. J'aimerais bien déjà repartir sur de l'entraînement et de la compète, alors que on s'octroie un temps de pause avant de reprendre la compétition. Mais c'est vrai que j'ai déjà envie d'y retourner pour aller chercher mieux, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur ces 3 années où j'ai préparé l'Olympiade et sur cette Olympiade. Et en un mot, votre action aussi de transmission, elle peut avoir un sens, elle peut avoir beaucoup de sens aussi. Est-ce que déjà vous êtes sollicité pour vous exprimer auprès des blessés de guerre, des traumatisés de guerre aussi? Après, oui, certaines sollicitations, mais ça passe juste même par des messages que je donne tout le temps sur les médias. C'est-à-dire que cette médaille, elle est bien sûr pour moi, pour ma famille, pour mes amis, mais elle a été aussi surtout pour les blessés de guerre et pour tous ceux qui sont morts aussi pour la France, et aussi surtout aussi pour tous ceux qui se battent encore pour
notre beau pays et pour nos valeurs et nos libertés. Et oui, elle représente beaucoup de choses pour tous mes camarades blessés qui ne font pas forcément qui n'ont pas forcément le même cursus que moi, et que j'incite d'ailleurs à aller chercher ce genre de choses et cette reconstruction par le sport, parce que ça donne plein de bonnes choses. Et oui, à chacun sa petite victoire, déjà, Exactement. aussi. Ses objectifs jour après jour. Merci beaucoup, Jean-Louis Michaud. On reste sur cette même route, justement, avec vous, avec plein de médailles qui fait à partir d'une petite pépite. Est-ce que je peux la montrer? Alors, les pépites, pour vous, elles sont en bronze, en or et en argent. Et en argent. Et ça, on sait, c'est en quoi? C'est ça qui vous a été offert. Je ne sais pas si ça représente une médaille, une 4e médaille pour vous. Non, mais c'est un bel objet, c'est très joli. Justement, c'est un anneau qui était donc au cœur de la flamme olympique, entre l'endroit où on portait et l'endroit où ça chauffait au-dessus. Donc voilà, c'était vraiment un beau souvenir. Et c'était vraiment sympathique de nous avoir remis ce bel objet, quoi. C'est très sympathique de nous l'avoir apporté ici aussi. C'est vrai que ça symbolise, c'est rond, ça peut aussi symboliser une médaille. C'était Marie-Jo Pérec qui disait que le fait d'avoir allumé cette vasque avec cette flamme, ça représentait la 4e médaille qu'elle n'a pas eue, qu'elle aurait pu avoir. Est-ce que pour vous, ce moment, c'est un petit peu ça également? C'est aussi un petit peu, oui, parce que c'est vrai que quand on est sportif, on vit les Jeux, mais on ne porte pas forcément la flamme, ou alors certains sont sélectionnés, et pour nous, bon, voilà, j'avais pas eu la chance de la porter. Donc là, c'était vraiment un honneur d'être... Déjà qu'on se souvienne encore de nous, parce que c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, devant les flammes, les projecteurs, tout le monde pense à vous, mais ensuite on a tendance un peu à vous oublier. Donc là, c'était vraiment intéressant de voir qu'on pensait quand même à nous. C'était aussi tout le symbole de ces Jeux de Paris 2024, cette mémoire. Elle est là, Marie-Jo. Voilà, puisqu'on en parle. Ouais. La photo est un peu floue, mais j'imagine que c'était le sens de vos émotions à ce moment-là. C'est ça. et pour vous, finalement, ça représente... Vous savez, c'était Charles Coste, qui était né en 1924, qui a transmis le flambeau à Marie-Jo Pérec et à Teddy Riner. Ces Jeux, ils ont vraiment une mémoire, alors. En plus, c'est en France, c'est à Paris, donc c'était vraiment extraordinaire pour nous, même qui n'avons pas pu participer. Moi, je suis trop vieux pour faire du sport, mais vraiment, on était derrière ces Jeux de Paris, même depuis très longtemps. Moi, j'avais participé à Paris 2008 à l'époque, on avait fait les promotions, on était montés à Paris et autres. Donc voilà, on se battait pour voir ces Jeux à Paris. Puis 2012. Puis 2012, et puis donc enfin 2024. Donc voilà, ça, c'était vraiment un grand... Et ça, c'est Atlanta 96. Ça, c'est Atlanta 96. Alors, c'est votre podium, avec un petit Barnum derrière. Bon, la victoire, elle est immense. On rappelle que le parasport, le paracyclisme, c'est très concurrentiel et depuis toujours. Ça, c'est votre médaille d'or aux Jeux paralympiques d'Atlanta. C'est ça. Avec des tribunes un petit peu moins rutilantes derrière, mais un même exploit pourtant. C'est pour ça, on a fait beaucoup de chemin depuis. Alors, disons qu'on était moins médiatisés, mais c'est vrai qu'ils avaient refait toutes les routes, l'organisation était très bien faite, on était aussi aidés par notre fédération handisport. Il n'y avait certes pas les mêmes moyens qu'à l'heure actuelle, ça c'est certain, on n'avait pas les mêmes conditions de voyage, de préparation, même si on avait des aides, on avait des aménagements pour travailler quand même, on travaillait à mi-temps, on se débrouillait. Mais c'est vrai que pour nous, ça avait autant de saveur, quoi. C'était et déjà, on parlait de l'évolution du matériel qui a été immense ces dernières années. Vous aviez déjà été très, très à la page. Vous étiez très moderne et puis vous aviez une des prothèses probablement les plus modernes pour cette époque-là. Alors, on avait la chance d'avoir un prothésiste sur Grenoble qui est d'ailleurs presque un artiste. Moi, je trouvais que c'était un artiste. Il avait cette âme d'inventer, de créer. Donc, c'est Pierre Chaplot, ce qu'on voit. Qui est très jeune, là, d'ailleurs. S'il regarde, il va sourire. Donc, voilà, qui nous avait fait une prothèse assez extraordinaire. On avait travaillé ensemble en carbone et avec les manches en silicone. C'était l'un des premiers aussi à avoir sorti les manches en silicone. Et voilà, moi j'ai un moignon qui était très abîmé. Si je n'avais pas eu ces manches en silicone, j'aurais peut-être pas pu faire tout ce que j'ai pu faire par la suite, quoi. Il y a eu beaucoup de légèreté, justement. C'était ça aussi, carbone, toute la différence. Les champs creux derrière pour pouvoir mieux appuyer sur les pédales, pas blesser. Un effet de rebondissement presque aussi, vraiment. Alors, au départ, sur les premières, mais ensuite, non, on a abandonné parce qu'on perdait un peu d'énergie, donc on est passé à quelque chose de plus rigide. Pour tout de suite transmettre. Et parce que vous êtes paracycliste ici sur ces images, et très jeune, vous avez eu un accident de moto, mais vous étiez cycliste auparavant. C'est-à-dire, vous étiez d'abord un champion cycliste. Le sport a toujours eu
vraiment ce sens depuis tout petit. Bien sûr, j'ai même commencé à Grenoble sur la piste avec Zaza à l'époque, donc ça remonte à très loin. Ensuite, j'étais au club de Pontcharrat. Ensuite, j'ai fini au club d'Annemasse, mais c'est vrai que j'ai toujours été donc dans la région, dans la vallée du Grésivaudan pour m'entraîner. Et depuis tout petit, quoi, ça a commencé. Et j'étais jusqu'en équipe de France valide à l'époque, où j'ai même fait 3e au championnat du monde militaire lorsque j'étais au service du bataillon de Joinville. Et donc, après mon accident, c'est ce qui m'a permis de revenir très rapidement à haut niveau. Donc, c'est ce que j'ai. C'était ancré en vous, finalement. Vous aviez déjà ce geste, cette culture et cette condition sportive qui est revenue très vite. C'est ce que je dis dans les écoles, parce que je passe parfois dans les écoles. On va peut-être y revenir, mais c'est vrai que tout ce qu'on fait entre 7 et 20 ans, c'est quelque chose qu'on va garder toute notre vie. Hein, et j'ai même pu encore la tester, ou quand on a fait cette traversée des Alpes en armure. Oui, en armure, comme le chevalier sans peur et sans reproche, qui vous inspire beaucoup, Bayard. Oui, c'est vrai. En armure, une véritable armure. On a vraiment traversé avec Stéphane Dial, on a traversé, donc on organisait cette traversée des Alpes en armure. Et en fin de compte, on s'aperçoit que là aussi, si vous n'étiez pas monté à cheval avant 10 ans, vous ne seriez jamais un bon chevalier. Donc tout ce qu'on peut faire pendant cette période-là, c'est ce que je dis dans les écoles, c'est vraiment primordial. Mais même au niveau de l'alimentation, hein, je veux dire, c'est quelque chose d'important. Oui. Je crois qu'on a une image de votre chaussure, oui, c'est ça. Puisque les chaussures sont faites aussi sur mesure, il faut faire une chaussure armure. C'est ça, c'est les chaussures de l'armure adaptées à votre prothèse. On avait fait des chaussures Renaissance, donc voilà, donc s'il n'y avait rien, c'était des chaussures en forme de patte d'ours, ça s'appelait à l'époque, c'est ce qu'ils avaient dans l'armure. C'est lourd, ça. L'armure, 40 kilos. Ouais. Oui, parce qu'on parle des prothèses qui défient les lois de la gravité. Là, c'est le contraire. C'est ça. Et donc, on avait aussi des chasseurs alpins qui nous avaient accompagnés, qui, avec leur barda, arrivent aussi à 30-35 kilos. C'est assez lourd. L'idée de traverser donc les cols en armure, tel le chevalier Bayard. Chevalier Bayard, juste pour terminer, c'est aussi parce que je fais le rapprochement entre les sportifs de haut niveau et ces chevaliers de l'époque, qui, pour moi, étaient aussi des sportifs de haut niveau, vraiment. Ils avaient le même parcours. On peut en reparler à d'autres moments, mais voilà, ils avaient vraiment le même parcours. Vous reviendrez pour parler justement, il y a un petit anniversaire de Bayard. Là, je reviens aussi sur votre aventure olympique. Cette prothèse, alors c'est peut-être pas celle de Chablos qu'on a vue il y a un petit instant, mais vous avez fait don de votre prothèse au CIO. On peut la voir au musée de l'Olympisme à Lausanne, cette prothèse qui s'allume, je crois, c'est ça ? C'est ça, donc c'est Pierre Chablos qui, pour les Jeux Olympiques d'Athènes, m'avait fait une prothèse spécialement pour défiler. Et donc on avait eu l'idée de mettre une flamme à l'intérieur. Et chaque fois que je posais le talon, elle s'allumait. Ah ouais. Donc c'était assez incroyable. Et je me suis aperçu que même aux Jeux de Paris 2024, il n'y avait pas de choses assez extraordinaires au niveau des prothèses, même au niveau cycliste, ça n'a pas tellement évolué finalement. Et donc ça veut dire qu'on était déjà à la pointe à l'époque, quoi. Et il est ici, voilà, aujourd'hui. Puisque ça, c'était il y a quelques semaines. Oui, c'était avant les Jeux. Juste avant les Jeux, j'ai remis donc cette prothèse au musée olympique et j'invite vraiment tout le monde à aller voir ce musée qui est assez extraordinaire. C'est à 2 heures de route. Mais il y a des choses que moi j'ai vraiment découvert aussi et c'est vraiment extraordinaire. Alors on rappelle aussi que vous êtes conseiller municipal à Saint-Maximin, donc dans le Grésivaudan, dans le massif de Belledonne, que vous parcourez les routes en armure, que vous continuez, j'imagine aussi le cyclisme. Bien sûr. Toujours. Tant qu'ancien sportif, on ne peut pas s'arrêter. La musculature est faite pour, donc on ne peut pas s'arrêter. Sinon, Et cette flamme, vous la faites encore brûler dans les écoles, notamment. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est plus la promotion du sport, la promotion du handicap ? C'est pour expliquer aux jeunes, en fin de compte, de l'importance du corps. Je veux dire, on a la chance d'avoir, on est des machines, mais c'est extraordinaire. Le jour où il vous manque un morceau, vous vous rendez compte que là, voilà, il y a un changement. Et je trouve que c'est primordial de transmettre ça aux enfants, de leur dire on a un corps qui est magnifique, prenez-en soin. Quand vous mangez du chocolat ou autre chose, c'est une cuillère de chocolat, c'est pas un pot en entier. Il faut faire attention. Non, mais vraiment, c'est important. Donc, il faut faire du sport pour s'entretenir, pour le corps, pour l'esprit, même dans le domaine artistique. Je pense que quelqu'un qui fait de la peinture depuis tout jeune, voilà, il arrivera à développer certaines choses. Donc c'est ce message-là que j'essaye de transmettre. Le sens de l'équilibre aussi, c'est-à-dire on est des sportifs, on nous montre aujourd'hui encore sous les lumières, mais il ne faut pas oublier que par exemple quand je suis revenu d'Athènes, je suis resté 2 mois sans marcher. Donc l'handicap c'est une chose et que rien ne remplace vraiment nos 2 jambes et le corps. Mais le sport vous a aidé à vous adapter plus vite et à vous fixer de nouveaux objectifs, on le dit toujours, heure après heure, jour après jour, et ensuite à viser des médailles. C'est ça, il faut des années pour faire un sportif de haut niveau et il a fallu des années pour faire des chevaliers. donc voilà, c'est...
petit à petit, comme dit l'adage. Exactement. Merci beaucoup Patrick Serria. Revenez nous parler de cette histoire de chevalier encore une fois. Et de sportif. Puis, voilà, en armure encore une fois. D'ailleurs, on reste encore un petit peu avec l'armée d'ailleurs tout de suite. Regardez. Allez, votre bon plan à vous, le musée des troupes de montagne. Ouais. Toujours très proche. Toujours. À la Bastille. Ouais, toujours très proche de mon cœur, de chasseur alpin, que j'ai jamais quitté, même si je suis plus chasseur alpin, je suis au bataillon de Joinville et dans l'armée des champions. Mais ouais, c'est un musée qui est très bien fait et qui est accessible et qui est magnifique. Je l'ai fait 2 fois là, cet été avec ma famille et ma belle-famille. Voilà. Et on y va régulièrement, en fait. On le fait plusieurs fois. On monte à la Bastille et puis on y monte à pied. Et puis on se fait le petit musée, voilà, qui est très, magnifique. Très fort, très fort en émotions, riche en histoire, le musée des troupes de montagne. Vous adorez les musées aussi, et notamment tous les musées départementaux entièrement gratuits du département, mais aussi les boutiques. Patrick Serria. Aussi, boutique des éphémères, là, des artistes. Très proche des artisans grenoblois, c'est quelque chose. Parce que artisans, isérois, bien sûr. Bien sûr. Puis c'est aussi un travail, je veux dire, c'est de longue haleine. Voilà, donc ces artisans qui sont là et qui nous fabriquent des objets magnifiques. Et donc, on les voit pas toujours, et ça, c'est un lieu justement pour se faire connaître, pour vendre. Voilà, c'est ça. Et bon, j'aime bien aller choisir, chiner. Donc voilà, ces belles fleurs, donc il faut en profiter. Vous n'en faites pas, vous ne créez pas des Si, moi je fais aussi un peu de dessin, de tableau. J'adore ça. Voilà, écoutez, je vais vous laisser échanger après l'émission, bien sûr. Jean-Marc Rochette, s'il y avait un musée dont vous étiez peut-être le plus proche, ça aurait été celui-ci, qui n'existe plus ou rarement lorsqu'il y a des expositions comme celle-ci, l'ancien musée de peinture. Oui, quand j'étais enfant, surtout quand j'étais au lycée Champollion, j'allais tout le temps à ce musée Place de Verdun, que j'adorais, j'étais très seul. À l'époque, c'était le mercredi après-midi, il n'y avait personne pour voir les tableaux. C'était bien, j'avais l'impression que c'était ma propriété. Et chaque fois que je passe devant ce musée, j'ai une petite nostalgie, quoi. Je ne savais pas ce qu'il était trop... C'est vous qui m'apprenez qu'il est devenu un lieu d'exposition encore. Encore, oui. Lieu de décor dans les rivières pourpres aussi, vous savez. Ah bon ? Et oui, voilà. Bien sûr, il y a quelques années, c'est pour ça que le décor avec des faux livres a été préservé, on peut toujours le voir. C'est un endroit magnifique et j'espère qu'il sert encore un peu, quoi. Intérieur comme extérieur, un des plus beaux bâtiments de Grenoble, je trouve. Après, bien sûr, l'immeuble qui accueille désormais votre galerie, qui est juste là derrière vous sur la photo, la galerie Les Étages, la galerie Jean-Marc Rochette. Allez-y, vraiment, bourré de pépites. Merci encore pour votre visite. Merci à vous deux et venez prolonger votre message quand vous voudrez ici sur ce plateau. Et merci encore à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.